Donc, bonjour et merci d'être là pour cette table ronde virtuelle, donc, qui est une coproduction du Centre de recherche Europe-Eurasie, l'équipe d'accueil de l'Institut national des langues et civilisations de l'INALCO, donc dans le cadre de ce qu'on appelle l'Observatoire des États post-soviétiques, que Jean Radvani, ici présent, a inauguré en 1992, je crois, pour les premières séances. Ouais. Et par ailleurs, donc vous voyez, 18 ans après, on arrive à l'âge de la majorité et on continue à avoir du pain sur la planche dans l'observation et dans on va dire, l'analyse de l'actualité au croisement de la recherche en sciences sociales et humaines sur notre espace aréal. Et par ailleurs, donc, coproduction aussi avec le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centro-européens, donc du CERSEC, du CNRS et de l'EHESS, dont j'accueille aussi Jean Radvani, qui a été professeur de géographie, maintenant émérite à l'INALCO et membre du CREE. Et j'accueille aussi donc Marie-Hélène Mondrion, qui est ingénieure d'études au CNRS et qui est responsable de l'iconothèque du CERSEC, qu'on appelait aussi iconothèque russe et soviétique, quand elle a été créée par Marc Ferro. Alors, il n'y a pas que la Russie et l'Union soviétique, même si ici, il va en être question. Alors, dans cette table ronde virtuelle, on a décidé avec Jean Radvani et Marie-Hélène Mondrion de vous proposer un éclairage sur l'événement récent et en fait toujours en cours, qui est cette marée rouge à Norilsk. On va partir, donc on va utiliser dans cet éclairage en sciences humaines, en ce qu'on peut appeler humanité environnementale, les apports à la fois de la géographie et de l'histoire, qui ici sont complémentaires et permettent, même si ce ne sont pas les seuls angles possibles pour comprendre à la fois cette catastrophe et aussi ces enjeux dans la Russie contemporaine, mais je dirais aussi toute la région arctique, voire au-delà l'ensemble du monde qui est connecté, y compris dans la question du changement climatique. Ces deux approches historiques et géographiques vont nous permettre de montrer un peu à la fois les origines, peut-être la genèse de cet accident et d'autres accidents qui sont survenus déjà dans cette région, et les implications possibles, ou les questions en tout cas qui peuvent se poser en termes de recherche aujourd'hui dans notre domaine aréal et dans nos disciplines. Alors, pour commencer, je continue à faire défiler un peu les images que je vous présente ici, sur lesquelles d'ailleurs Jean et Marie-Hélène ensuite pourront revenir puisqu'on a prévu de les faire parler comme ça ensuite successivement. Pour commencer, je vous rappelle cette actualité qui est tombée aujourd'hui sur les sites d'information et qui ont été repris par certains sites aussi de quotidiens, qui est le record de chaleur battu dans l'Arctique russe, enfin plutôt en Sibérie orientale, à Verkhoyansk. On est en République de Sakha, ou autrement dit la Yakoutie, jusqu'à 38 degrés. Alors aujourd'hui, en ce moment, on est dans la journée polaire en continu, donc le soleil ne se couche jamais, ce qui explique aussi la montée de température qui, en temps normal, peuvent être déjà très élevées en été. Mais là, le fait de battre ce record, donc 38 degrés, en dit bien sûr quelque chose sur l'actualité, le changement climatique dont on parle beaucoup. Alors, 1800 km plus à l'ouest, cette fois donc en Sibérie occidentale, dans ce qu'on appelle la région de Krasnoïarsk, qui est un découpage extrêmement vaste de cette partie, du territoire russe. On arrive donc au nord, à peu près, donc, dans cette région ici qui est marquée sur cette carte en russe que je vous projette par le numéro 7, dans une sous-région qui s'appelle le Taimyr, et en particulier un peu au sud donc de la mer de Kara, vous avez donc cette ville de Norilsk qui a été construite ici. Voilà une carte de Jean Radvani
pour la visualiser, envisager sa situation. Hein. Une ville qui a été, qui est l'héritière du goulag stalinien, puisqu'elle a eu le statut de ville en 1953, mais c'est d'abord été un camp, un groupe de camps, hein, qui est l'héritière aussi du goulag stalinien pour la vocation, et la transformation du nickel, hein, dont la Sibérie produit à peu près 20% de la production mondiale. Donc on a ici un des complexes industriels de l'époque soviétique les plus développés, c'est la ville la plus peuplée à cette latitude, je crois. Et qui est déjà par ailleurs marqué, ce sera l'objet de ma présentation maintenant, par un héritage environnemental extrêmement négatif. Hein. Donc vous avez cette image qui vous montre l'importance des émissions en fait, de fumée, d'émissions en particulier de dioxyde de soufre qui sont produites par les fonderies de nickel de la ville. Il faut savoir que c'est un des lieux les plus pollués de la planète. Avec non seulement la situation météorologique, mais aussi donc, cette concentration d'industries très polluantes qui en fait déjà un endroit empoisonné, en tout cas pour l'air qu'on y respire, et les retombées aussi dans la région environnante. Une image ici tirée du site de la NASA dans les années 2000 qui montre l'emprise déjà, y compris d'ailleurs sur les rivières, puisqu'on a d'ailleurs la rivière Ambarnaya qui est ici représentée, de cette industrie, à la fois de la fumée qui est visible depuis l'espace, mais aussi de l'hydrographie, donc des cours d'eau ou des lacs de décantation, des produits, des eaux sales de l'industrie qui sont extrêmement pollués. Une image qui a été faite en 2001, analysée par des chercheurs aux États-Unis, est celle de l'état déjà dégradé donc dans les années 2000, hein, mais ça date encore une fois de l'époque soviétique, des années 60, 70, 80 déjà, de donc, toute la végétation, hein, cette toundra ici qui est marquée comme morte, hein, de la forêt boréale aussi, ce qu'il en restait, tout autour de la ville. Alors, que s'est-il passé donc autour de Norilsk, dans ce faubourg de Norilsk, où se situe une des fonderies de nickel d'ailleurs encore en service de la région, fonderie de nickel ici que vous avez en photo dans les années 2000, qui s'appelle d'ailleurs ironiquement Espoir, Nadiejda. Vous avez donc un réservoir qui a fui, un réservoir de gazole d'une centrale électrothermique, hein, un réservoir de secours, donc c'est du diesel ou du gazole en français, qui s'est répandu 20 000 tonnes dans les petits ruisseaux, puis ensuite dans toute la région marécageuse, la zone marécageuse, et puis dans la rivière Ambarnaya, qui donc se jette dans le fleuve un peu plus au sud. Alors vous avez déjà vu ces images, on les a vues circuler beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, comme a dit d'ailleurs le président Poutine. Et là, je renvoie à l'article de Perrine Poupin dans The Conversation sur ce rôle des réseaux sociaux dans l'alerte donnée sur la catastrophe. On a ces images ensuite produites par Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, pour montrer l'état des barrages flottants qui ont stoppé, en tout cas arrêté de point de vue visible la marée rouge, même si les composants du gazole se sont quand même répandus au fur et à mesure dans l'eau, se sont mélangés au cours d'eau et ont continué leur progression. On a ici donc voilà, plusieurs clichés qui peuvent nous montrer l'ampleur aussi, jusqu'à 700 personnes, je crois, mobilisées dans cette zone très, très difficile d'accès, très, très peu praticable, qui a été touchée par la catastrophe. On a ici, par exemple, une surface environ 50 km². Alors, ça correspond à la moitié de la surface de la ville de Paris, hein, pour vous donner une idée. Donc 50 km² qui ont été contaminés, alors à la fois dans le cours d'eau lui-même, mais aussi, on peut le voir sur l'image, en tout cas c'est l'interprétation qui en était donnée sur le site d'analyse
qu'il a produite, je pense que c'est lié à l'ONG Greenpeace, on a une pollution qui a touché aussi tous les petits lacs hein, de cette région qui se situe donc à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Norilsk. Donc, on en est là, on va dire 3 semaines après l'accident. On a vu aussi ces images fortes à la télévision russe, et puis on peut les retrouver sur le site du Kremlin, c'est-à-dire une visioconférence, une vidéoconférence entre Vladimir Poutine dans son bureau et les différents responsables, alors le gouverneur de la région, mais aussi le principal incriminé ici, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise Nord-Nickel, qui est le gros exploitant bien sûr du nickel, et on peut dire le propriétaire, l'État dans l'État, comme on dit les médias russes aussi, de la ville de Norilsk, et celui qui possédait la centrale électrothermique qui a provoqué donc cette catastrophe. Alors, Norilsk Nickel, donc par la voix de Vladimir Potanin, s'est défendu plutôt a mis en avant la responsabilité du changement climatique, c'est-à-dire de la fonte du pergélisol, hein, cette couche de sol gelée en permanence qui commence à fondre depuis des années, mais enfin ici de façon manifeste, et qui a provoqué l'affaissement de cette construction, de cette citerne qui a ses fondations dans le pergélisol. C'est une vue qui a été un peu critiquée, mais en tout cas qui bien sûr est un moyen d'évacuer, on va dire, l'attention des autres responsabilités plus directes dans le manque d'entretien des infrastructures. Bon, là, il y a tout un débat politico-économique à reprendre tout de suite, mais ce qui m'intéresse pour finir cette présentation, je crois que j'ai déjà été un petit peu long, c'est de voir on va dire, encore une fois, les héritages et on va dire, les 2 dimensions géographiques et historiques de cette situation de l'environnement aujourd'hui à Norilsk. Alors, je vais passer la parole pour commencer à Jean Radvani, en particulier qui va nous évoquer justement les... Allô, allô? 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 Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on reviennent à quelques images. Bon, alors je oui, commence. on Je sais pas, Laurent apparemment a un problème. Donc, alors bien sûr, l'exploration et le développement de la zone arctique est une vieille histoire. Je ne vais pas remonter au 19e siècle. Disons pour commencer avec l'époque soviétique. Au début des années 20, la préoccupation première des autorités soviétiques, des bolcheviks, et ça va se manifester avec la création de ce qu'on a appelé le Comité du Nord, c'est-à-dire la première organisation planifiée de développement de la zone arctique soviétique à l'époque. Elle visait surtout les populations, c'est-à-dire les autochtones, les peuples du Nord, et c'est autour de cela principalement qu'ont été conçus les premiers plans de développement, d'investissement. Mais en même temps, on a le début de l'exploration des ressources de l'Arctique, d'une part, du continent arctique d'une part, et d'autre part, le vieux rêve de la route maritime du Nord. Et tout ça va se manifester à peu près en même temps, au début des années 30. Je rappelle juste la première traversée de l'ensemble de la route maritime du Nord en 1932 par Schmitt, et ensuite en 1933, l'épopée de Tcheliouskine qu'on est obligé de sauver sur les glaces. Donc, une situation... et c'est en même temps, il y a des géologues qui commencent à travailler dans la région, et c'est dans les années, fin des années 10, début des années 20, c'est-à-dire pratiquement au moment du début de la Révolution et après la Révolution, on va découvrir les premiers gisements de Norilsk, que quand même Norilsk c'est le thème du jour, et on va trouver là des gisements de cuivre, des gisements polymétalliques qui ne sont pas développés tout de suite,
mais qui vont faire l'objet justement de ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire la création de la ville de Norilsk comme goulag en 1935. Et 1935, c'est une année assez décisive de plusieurs points de vue, puisque c'est à la fois la fin du Comité du Nord, le Comité du Nord est dissous, et on change au fond de paradigme, on change à la fois, on passe, la priorité devient assez rapidement le développement économique, les ressources minières, pétrolières ensuite, et minières d'abord, polymétalliques, nickel, cuivre, de toute cette zone. On développe en même temps des gisements de charbon du côté de la Petchora et d'autres ensuite. Donc c'est un changement décisif et les plans qui vont venir ensuite, liés à l'archipel du Goulag, vont être les développements d'îlots industriels dans ces régions arctiques. Il y a toujours les peuples du Nord, mais ça va être le début de du processus démographique qui va voir bientôt les populations autochtones diminuer en nombre par rapport aux nouveaux colons industriels et aux nouvelles villes, les premières villes qui vont apparaître, et Norilsk, évidemment, est l'exemple le plus frappant. Alors, j'ajoute une chose, je crois que l'accident de Norilsk de la fin mai de cette année survient à un très mauvais moment pour les Russes, puisque en 2021, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, la Russie va devenir pour 2 ans la présidente du Conseil arctique. Et donc, évidemment, ce n'est pas seulement une question, il y a une question écologique dramatique, catastrophe, et en même temps des questions très importantes de conception du développement, d'image de la Russie dans le monde arctique, et elle est évidemment extrêmement surveillée. Alors, bon, pour revenir à cette question historique, pendant la guerre, les gisements, les usines de Norilsk, la première fonderie entre en fonction en 1939, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et à la fois, les quelques combinats qui ont été créés avant la Seconde Guerre mondiale et qu'on va compléter pendant la guerre vont jouer un rôle important dans l'industrie de défense. Et en même temps, la route maritime du Nord, avec toutes les difficultés de navigation, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, va prendre aussi de l'importance comme transit de matériel militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Une partie des aides fournies par les Américains en particulier passe par là pour aller vers Mourmansk, vers Arkhangelsk, c'est-à-dire les ports du Nord qui vont permettre de contourner les régions de la partie européenne qui sont occupées par les nazis. Voilà. Alors bien sûr, ensuite, le goulag va être petit à petit, on se rappelle aussi pour l'histoire de Norilsk qu'en 1953, la ville, l'été 53, c'est-à-dire après la mort de Staline qui est en mars, va y avoir une révolte du goulag de Norilsk qui a laissé des traces dans l'histoire de la ville. Et petit à petit, la ville va changer de statut, va devenir une ville normale, entre guillemets, même si jusqu'à aujourd'hui, elle reste en zone spéciale, c'est-à-dire que les Russes peuvent y aller, mais les étrangers, les visiteurs doivent obtenir une autorisation aujourd'hui du KGB pour pouvoir pénétrer dans la ville et la visiter. Voilà. Je ne sais pas si pour cette approche historique, je crois que ce qui est important, c'est qu'il va y avoir ensuite différents plans de développement de l'Arctique qui vont se succéder. C'est assez intéressant de voir que le dernier est tout récent, puisque c'est en mars 2020 que Vladimir Poutine a signé un oukase sur le nouveau programme de développement de la région arctique jusqu'en 2035. Le précédent plan de développement de ce type, alors c'est des plans à la soviétique, c'est-à-dire qu'on fixe des grandes lignes d'orientation, des objectifs, mais enfin, ça implique des choix stratégiques, des choix de tous ordres, économiques, militaires, population, infrastructures sociales. Et donc, le précédent s'arrêtait justement en 2020 et on vient de publier, donc début mars, la nouvelle stratégie pour le développement de l'Arctique. Peut-être on en reparlerait tout à l'heure. Je veux juste compléter d'un point l'historique que vient de faire Jean, en soulignant que au fur et à mesure de ce développement
de l'Arctique qui s'est fait plus ou moins, pas comme prévu, pas selon les plans, mais il y a tout de même eu une mise en valeur de l'Arctique. On a eu simultanément des alertes très précoces sur la fragilité de ces écosystèmes et les risques, même si on n'employait pas le mot à l'époque, d'un développement de ces régions fragiles. Alors, il y a eu tout de suite des interrogations, en particulier sur l'implantation d'une série de villes pionnières. On est sur Norilsk aujourd'hui, mais il y a toute une série de villes, alors qui sont un peu moins au nord que Norilsk, mais quand même, qui sont toutes caractérisées par une mono-industrie ou quasi. À l'époque, c'était surtout dans les années 70, c'est le gaz, par exemple. Et il y a des interrogations sur la viabilité, l'acceptabilité de ce type d'implantation, en mettant en avant des considérations environnementales, des considérations sociales, des considérations sanitaires. Le développement, la nécessité du développement économique, il y était pas mise en cause, il ne pouvait pas l'être. La dimension militaire qu'a eu cette zone pendant la guerre l'aurait interdit de toute façon. Mais c'est en termes de soutenabilité, si on, pour employer un mot d'aujourd'hui, de ce type de développement qui est mis en cause. Alors, de qui ça vient? Ça vient pour beaucoup de scientifiques, de spécialistes de la Terre ou de l'atmosphère, ça vient de médecins, ça vient d'économistes, ça vient de sociologues, ça vient aussi de journalistes ou d'écrivains. Et ces voix ne sont pas tellement isolées parce que géographiquement, on les retrouve essentiellement à Novosibirsk, dans l'Acadien Labrador, et ils disposent d'organes de diffusion. Ils se comportent comme des relais d'opinion. Je pense par exemple à la revue Écho de l'Institut d'économie de Novosibirsk, qui est dirigée à l'époque, depuis les années 80, par Abel Armavdekian, qui crée assez rapidement une rubrique consacrée aux villes pionnières et qui pose toute une série de problèmes. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que les gens habitent à Krasnoïarsk et aillent dans la région de Norilsk pour quelques jours? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre dans la zone de la taïga et n'aller dans la toundra que pour travailler? Ce type de problème. Et alors, il y a la revue Écho, mais il y a aussi la Literaturna Gazette, l'organe officiel de l'Union des écrivains, qui a une correspondante locale qui est Zamira Ibrahimova, qui est très proche de tous les scientifiques de Novosibirsk, et en particulier d'Argambergian et de Tatiana Zaslavs, qui est la sociologue, et qui, elle, relaie toutes ces inquiétudes, ces préoccupations, ces questionnements, donc dans la Gazette littéraire, qui est un organe central moscovite, évidemment, très lu. Et ces gens sont d'autant moins isolés dans leurs préoccupations environnementales que ce sont les mêmes qu'on retrouve avec d'autres pour soulever d'autres causes environnementales de manière très précoce. Je pense à la question du Baïkal, bien sûr, dans les années 60. Je pense à cette affaire du détournement des fleuves sibériens et de Russie du Nord. Alors, l'Ob se jette là, pas très loin, et pour alimenter la mer d'Aral, on en parlait tout à l'heure hors micro, et on a donc ces alertes
très précoces et qui font que Norilsk, dans l'opinion publique informée, cultivée, qui se préoccupe un petit peu d'environnement aujourd'hui, Norilsk, tout le monde connaît. Bien, merci, merci beaucoup Marie-Hélène. Alors, la deuxième question, on va dire la deuxième direction de l'éclairage qu'on veut donner ici, l'Arctique aujourd'hui. À la fois, que signifie l'Arctique en termes de mise en valeur, quels sont les enjeux de la mise en valeur de l'Arctique pour la Russie contemporaine, la Russie actuelle, et où on est aussi l'expertise environnementale, c'est-à-dire ce qui a été beaucoup mis en cause ces derniers jours en Russie par les médias et les ONG, c'est-à-dire quelles sont les institutions et l'état de fonctionnement ou d'influence de ces institutions pour le contrôle, on va dire, des politiques environnementales dans cette région. Alors, pour commencer, Jean, est-ce que vous pouvez nous refaire une mise en perspective de l'importance de l'Arctique aujourd'hui, de sa mise en valeur dans l'économie russe et dans la géographie aussi, je dirais, mondiale de l'Arctique, qui est en train de se transformer. Oui, alors, il est clair que la question de la place des régions arctiques dans le développement économique de la Russie n'est pas nouvelle, puisqu'on sait que aujourd'hui, c'est à peu près 20% du PIB russe qui vient des régions arctiques, au sens large. Si l'on inclut là-dedans à la fois les volumes de production de gaz et de pétrole, les autres minerais métalliques, les diamants dans le nord de la Yakoutie, l'or de la Tchoukotka ou de Magadan, le charbon de la Petchora, etc. Donc, c'est vraiment décisif, c'est 20% du PIB, selon des estimations, 18-20%, et c'est une part très notable, 40% des exportations, et donc des ressources en devises de la Fédération de Russie aujourd'hui. Et cette part et cette activité n'a cessé de grandir au fur et à mesure que la localisation des gisements actifs se déplaçait vers le nord et vers l'est, puisque le pétrole de la Sibérie, de la plaine de l'Ob, au départ, il n'était pas dans la zone arctique, il était beaucoup plus au sud, sur l'Aube moyen. Or, aujourd'hui, les grands projets de développement et d'investissement et d'infrastructure sont très loin au nord, ils sont sur l'Arctique proprement dite, puisque, on le voit bien sur cette carte, la péninsule de Yamal est devenue la grande région d'investissement de nouvelles infrastructures qui concernent à la fois des gisements de gaz, qui concernent aussi les infrastructures de traitement de ce gaz, avec tout le débat sur le GNL russe, le gaz liquéfié, avec toutes les difficultés qu'ont eues les Russes du fait des sanctions, mais qu'ils ont résolues avec l'aide d'un certain nombre de compagnies anglaises, françaises, Total, mais surtout aussi chinoises, pour contourner les sanctions et les blocus technologiques. Et ça concerne en même temps, alors c'est intéressant parce que ce sont des compagnies privées, en l'occurrence c'est Novatek, qui est la grande maîtrise d'œuvre de ces projets de Yamal, du gaz liquéfié de Yamal, et ça concerne en même temps la route maritime du Nord, puisque en même temps qu'on développait ces industries, ces usines de liquéfaction de gaz, on a développé la section de la route maritime du Nord qui va d'un côté vers l'ouest, c'est ça qui est intéressant, les tankers spéciaux qu'a acquis Novatek, qui sont des navires qui transportent du gaz liquéfié et qui sont de type, disons, pas brise-glace, mais de type, les nouveaux navires qui peuvent circuler sur ces mers, peuvent aller l'été vers l'est, franchir le détroit de Bering et ensuite, avec un relais, desservir des clients asiatiques. Et l'hiver,
quand la route maritime du Nord orientale est pratiquement fermée, ils vont vers l'ouest et vers les clients européens. Donc ça, c'est le nouveau grand développement. Ce n'est pas le seul, puisqu'il y en a d'autres. Il y a d'autres projets de développement, à la fois de gisements de charbon, de gisements de gaz et de pétrole, et évidemment Norilsk qui continue à fournir ces gisements polymétalliques. Donc on a en même temps l'importance stratégique du point de vue de l'exportation des matières premières, dont on sait qu'elles constituent toujours une grande partie, une partie vraiment majeure des exportations russes et donc des rentrées de devises. D'autre part, ça concerne le développement de la route maritime du Nord. Et en même temps, et ça c'est tout à fait un autre volet de l'importance de l'Arctique pour les nouvelles stratégies russes, il y a un volet évidemment sécuritaire, stratégique et militaire. On a vu depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, alors qu'une bonne partie des bases qui avaient été créées à l'époque soviétique ont été délaissées, abandonnées, avec du matériel rouillé, que ce soit les terrains d'aviation, les ports. À la fin de la période soviétique, sous Gorbatchev, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour ça. Sous Eltsine, il y a eu quelques textes programmatiques, mais il n'y avait pas beaucoup de moyens pour réellement effectuer les investissements nécessaires. C'est seulement depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir qu'on a relancé tout cela. Et en quelques années, dans les années 2010, on a vu réouvrir une dizaine, une quinzaine de bases militaires de différents types, y compris 4 ou 5 complètement nouvelles, qui assurent à la fois, qui sont souvent des bases mixtes, c'est-à-dire qui assurent à la fois la sécurité militaire de toute la frontière nord de la Russie, mais on se rend bien compte, si on avait une carte polaire avec une vision polaire, on se rend bien compte naturellement que ce sont les régions russes qui sont les plus proches du Canada et des États-Unis, c'est-à-dire du nord du continent américain. Et en même temps, ce sont des bases militaires mixtes qui sont censées avoir une utilisation mixte, c'est-à-dire assurer la sécurité de navigation sur la route maritime du Nord. La modernisation de ces équipements est allée de pair avec la construction de nouvelles bases militaires et aussi nouveaux brise-glaces nucléaires. Il y en a 3 qui sont en ce moment en train d'être finalisés. Et donc toute une attention portée sur la nouvelle flotte maritime, militaire et cargo arctique russe. Donc vraiment, on a là c'est une des régions de préoccupation principale de Vladimir Poutine et de la Russie d'aujourd'hui. C'est pour cela que ce nouveau texte programmatique de développement, il comporte évidemment tous ces aspects. Ce qu'on peut remarquer quand on lit ce texte, c'est que d'une certaine façon, l'environnement, il est présent, mais il est un peu, par exemple, il y a une rubrique du texte qui dit quels sont les dangers actuels de la zone arctique pour la Russie, pour les Russes. Eh bien, les questions de cette expertise du monitoring environnemental de l'Arctique ne vient qu'en 7e et dernière position des principaux dangers que présente la région arctique. Donc, à la fois, toutes ces questions sont présentes. Il est évident que, pour l'instant, les questions économiques, les questions sécuritaires et les questions de population aussi, le premier danger qui est mentionné dans ce nouveau texte programmatique, c'est la baisse de la population de la zone arctique, puisqu'on sait qu'il y a des tensions de ce point de vue-là. Une partie des populations, les populations migrantes d'origine européenne, russe, il y avait beaucoup d'Ukrainiens, de Biélorusses qui venaient développer toutes ces régions. Là, je ne parle pas seulement de Norilsk. Une partie repartent parce que les conditions sont difficiles, évidemment les conditions climatiques, les conditions environnementales, et donc il y a un gros souci, comme pour l'Extrême-Orient, de maintien ou de développement de ces populations dans cette région stratégique. J'ajoute un dernier point. En 2015 a été créée une commission d'État pour le développement de l'Arctique
cette commission d'État qui est censée superviser l'ensemble des questions économiques, sécuritaires, sociales, etc., qui était au départ placée sous la direction de Rogozine, qui était le monsieur armement, un peu, a été modifiée en 2018 et sa présidence a été confiée à Toutnev, c'est-à-dire qui est le premier vice-ministre du gouvernement fédéral russe et qui est à la fois le représentant plénipotentiaire de Vladimir Poutine pour toute la région d'Extrême-Orient. Ça veut dire que ses compétences aujourd'hui, c'est tout l'Extrême-Orient et tout l'Arctique de coordination. Attention, il n'est pas le seul à intervenir, naturellement, il y a tous les ministères. Et par exemple, la route maritime du Nord, ça aussi c'est intéressant, a été récemment confiée, c'était l'an dernier, à Rosatom, puisque c'est Rosatom qui supervise évidemment les brise-glaces nucléaires. Et de ce fait, c'est à Rosatom, l'agence atomique civile et militaire russe, à qui on a confié de superviser la route maritime du Nord. Donc voilà, ça montre, je crois, le fait que cette commission d'État a été donnée à Toutnev, c'est vraiment tout à fait significatif. Hey, bro. Hey. Bien. Hey. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de ce premier. Ok, merci beaucoup Jean. Pardon, je crois qu'il y a un de mes élèves de lycée qui est arrivé à s'inscrire. Alors, je passe la parole à Marie-Hélène sur la question de l'expertise environnementale aujourd'hui, parce que oui, on l'a dit et Jean l'a rappelé, notamment sur l'exploitation des hydrocarbures. Ce n'est pas la première catastrophe. Il y a eu celle de 1994 sur la terre ferme à Oussinsk, en République des Komi. Mais enfin, elle n'est pas aussi… Alors, c'était plus de tonnes de pétrole à l'époque, mais ce n'était pas aussi, on va dire, important pour l'environnement dans la mesure où les cours d'eau n'étaient pas touchés. En tout cas, ce n'est pas le même type de pollution. On a vu ces derniers jours, on entend parler de renforcement des contrôles, des mesures qui étaient demandées par les ONG depuis quelques années, en particulier revoir toutes les installations, infrastructures du secteur hydrocarbures et miniers dans cette région-là. Alors, où en est-on de l'expertise environnementale aujourd'hui en Russie? Qu'est-ce qui, au sein de l'État, joue ce rôle et quelle est l'efficacité, si on peut la mesurer, en tout cas les débats autour de cette expertise? Le problème, c'est que le sort de l'expertise environnementale en Russie post-soviétique, il est intimement lié à ce que vient de dire Jean. C'est-à-dire que quand Poutine, en 2000, a cherché à relancer l'exploitation des hydrocarbures, il a jugé bon de se débarrasser de ce qui pouvait gêner cette entreprise et en particulier des institutions d'expertise préalables, un peu autonomes, bon, pas très préalables et pas très autonomes, qui fonctionnaient depuis Gorbatchev, mais ça a été supprimé en 2000 avec le ministère de l'Environnement et c'est une fonction de surveillance, d'expertise a été confiée à un nouveau ministère chargé de mettre en œuvre la relance des hydrocarbures, et qui, en son sein, avait a récupéré le bureau d'expertise, le Rosprérodnator. Et depuis, on fonctionne un peu sur ce mode-là. Et les différents titulaires qui se sont succédés de ce bureau, qui est un peu, qui est vraiment de très très loin, ce qu'on en voit, c'est que leurs adversaires, c'est ou les autorités locales qui sont soupçonnées systématiquement d'avoir mal géré telle ou telle catastrophe,
évidemment, c'est pas de leur ressort et c'est pas, ils n'en ont pas les moyens. Et leur autre adversaire dans leur viseur, c'est aussi des entreprises étrangères qu'on souhaite écarter d'un certain nombre de projets. Ça a été le cas en 2006, je crois, de Shell sur l'île de Sakhalin. Alors, on a accusé Shell d'atteinte environnementale pour lui faire quitter le projet. Et c'est un peu toujours comme ça que l'environnement apparaît comme substitut. L'actuel titulaire du poste, elle est surtout connue pour son train de vie et pour être mêlée à une affaire de corruption. Je ne sais pas si ça sort. Bon, voilà, ça c'est les institutions, ce qui tient lieu à la Russie d'expertise environnementale. C'est évidemment très faible et c'est évidemment trop faible pour affronter une entreprise comme Norilsk Nickel dans le cas de Norilsk, bien sûr. Bien. On peut ajouter que il y a toute une si on se place du point de vue de la législation, il y a tout un arsenal législatif prévu et qui probablement est relativement proche des normes occidentales, sauf qu'il n'est pas appliqué. On est, depuis la période soviétique, il y a une législation qui est tout à fait au point, qui est tout à fait au point même que c'est ce que reprochent un certain nombre d'autorités locales qui ont été mises en cause. Elles sont tellement strictes, ces normes et ces réglementations, qu'elles sont inapplicables. Alors, oui, il y a une question aussi d'ailleurs sur la... Pardon, j'étais un peu perturbé par quelques agitateurs. Il y a une question aussi sur on va dire, le rôle des scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait une base d'ailleurs, enfin, il y a plusieurs instituts qui travaillent sur le permafrost. Il y a le Rosgidromiet, qui est la grosse agence hydrométéorologique qui a attiré l'attention sur les risques liés à la fonte du permafrost depuis quelques années, en particulier pour la région arctique. Est-ce que les scientifiques aujourd'hui en Russie voient au chapitre et sont consultés sur les enjeux, on va dire, en particulier climatiques, à la fois donc... et puis, j'aurais une question à Marie-Hélène de ce point de vue-là, mais aussi à Jean sur justement la prise en compte des enjeux du changement climatique. Vous en avez déjà parlé en disant que c'était plutôt en fait présenté comme quelque chose de favorable au développement on va dire, du potentiel économique de la région. Mais donc, est-ce qu'on peut en dire quelque chose aujourd'hui ? Oui, certainement. Alors, premièrement, il y a une expertise russe, soviétique et russe surtout, parce que ça concerne la Russie, sur le pergélisol, qui est très ancienne et très développée. Ils ont multiplié les études, les cartes, il y a des instituts du pergélisol, vraiment, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, sur plusieurs plans, c'est-à-dire sur les origines du phénomène, l'héritage glaciaire, la profondeur, les mesures, sur les fontes annuelles, puisqu'on sait que le pergélisol, c'est un héritage glaciaire. Ce sont des roches, des sédiments qui sont gelés sur quelques dizaines, quelques centaines, jusqu'à plus d'un ou 2 kilomètres de profondeur selon la nature des sédiments, mais qui dégèlent en surface, différemment selon qu'on soit au nord ou dans le centre de la Yakoutie ou au sud, puisque le pergélisol, on en retrouve jusqu'à des latitudes relativement basses, sous la taïga et dans une région de montagne ou de Sibérie centrale. Et à la fois, ce sont des études théoriques et c'était des études pratiques, puisqu'il s'agissait de mettre en place des modes de construction de différents types de bâtiments,
ou d'infrastructures sur pergélisol et qui ont abouti à une expertise russe assez intéressante, avec en particulier, enfin, dès qu'on circule dans ces régions, à Yakoutsk par exemple, tous les bâtiments sont sur pilotis. La norme était que ces pilotis soient d'une profondeur, soient ancrés sur le pergélisol, c'est-à-dire sur la roche ou les sédiments gelés à une profondeur de au moins 8 mètres. Et on était à ce moment-là, on pensait être sûr que les bâtiments tiendraient, à condition que sur ces pilotis, les bâtiments qu'on va construire ne reposent pas directement sur le sol, mais laissent un vide entre le bâtiment et le sol de 1,50 m, 2 mètres, donc qui assure une circulation de l'air de façon à ce que, par conduction thermique, la chaleur de ces bâtiments n'aille pas dans le sol faire fondre le pergélisol qui est plus en profondeur. Or, on se rend compte aujourd'hui, les études le montrent, que la fonte, avec le réchauffement climatique, la fonte de cette couche active, de cette couche du pergélisol qui fond l'été et regèle l'hiver, est de plus en plus profonde, c'est-à-dire que ça fond non plus sur 50 cm, 1 mètre, 1,50 m, mais de plus en plus, ça fond sur 2 ou 3 mètres, et du coup, ça fragilise évidemment les fameux pilotis, que ce soit pour des bâtiments de type logement, administratif, mais aussi toutes les infrastructures industrielles. En général, dans toutes ces villes, on voit ça dans tout le nord de la plaine de l'Aube, on a les tuyaux, les conduits d'eau, de gaz, d'électricité, tout est au-dessus de la surface, de façon à ce que la chaleur de ces tubes ne réchauffe pas le pergélisol sous terre. Or, probablement, tous ces calculs vont devoir être modifiés et l'expertise russe en ce domaine est tout à fait importante. La question est de savoir si elle va être appliquée, comment elle va être appliquée. Alors, il y a un autre aspect qui est d'ordre climatique, parce qu'effectivement, à un moment donné, on a vu quelques articles dans la presse russe disant, bah, au fond, le réchauffement climatique, pour nous, c'est pas béni, parce que ça va permettre de faire pousser telle ou telle plante, de remonter vers le nord les régions agricoles, etc., etc. Ce à quoi, d'ailleurs, les spécialistes de l'agriculture russe ont dit, attendez, pour faire pousser quelque chose vers le nord, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre, il faut qu'il y ait des infrastructures, etc. Par ailleurs, le réchauffement climatique, concrètement, aujourd'hui, ça signifie, parmi d'autres choses, pour cette région sibérienne, plus de précipitations. Or, qui dit plus de précipitations neigeuses, par exemple, ça signifie qu'il fait moins froid dans le sous-sol et que donc, d'une certaine façon, ça agit aussi sur la fonte du pergélisol parce que la couche active ne gèle pas autant qu'il le faudrait en période hivernale parce qu'elle est protégée par une couche de neige plus abondante. Donc voilà, on a tout un ensemble de phénomènes. Il faut espérer, alors, certes, on n'a pas les conclusions de l'expertise pour l'instant, il est probable que l'accident du 29 mai soit lié effectivement à l'affaissement de ces fameux pylônes qui soutenaient la construction de ce réservoir de gazole. Et on va avoir ce genre d'accidents, malheureusement, vont se multiplier. Déjà à Norilsk, et à Yakoutsk, on a plusieurs centaines de bâtiments qui se sont affaissés, où il y a des fissures, et certains ont dû être fermés, évacués, rasés, parce qu'inutiles. Et donc, voilà, la question qui est stratégique du développement de toutes ces bases, de toutes ces industries, que ce soit gazières, pétrolières et autres, dans toute la région arctique sur pergélisol, va devoir prendre en considération ces nouvelles normes. Merci. Marie-Hélène, tu veux ajouter un mot sur cette prise en compte, on va dire, des enjeux climatiques et cette place des scientifiques en Russie aujourd'hui sur ces questions? Alors, on a déjà entendu aux semaines notre collègue Katia Dose qui travaille sur, on va dire, justement les débats autour du changement climatique à la fois à la fin de la période soviétique et aujourd'hui, dans l'après-1991. Est-ce qu'aujourd'hui, autour de la catastrophe de Norilsk, on les a entendus?
Alors, je veux d'abord revenir sur les questions de la définition de la politique climatique, parce que c'est tout à fait comparable à ce qu'on a dit sur l'expertise. Officiellement, la Russie a une politique climatique, elle est inclue dans toutes les négociations internationales, elle a ratifié la COP 21. En rhétorique, tout va bien. Après, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Alors, sur le terrain, la question, c'est que l'opérateur de la politique climatique, c'est le Guidromet dont tu as parlé, une agence fédérale qui s'occupe d'hydrométéorologie, et c'est peu de dire que c'est une institution faible dans le fonctionnement de l'État russe, ce qui fait que la politique climatique, elle est en trompe-l'œil. Alors, on a vu en 2007 dans l'Arctique, dans la tentative de réouverture de la route du Nord et d'affirmation de la Russie comme puissance régionale, la fameuse guerre du pôle avec, vous vous rappelez, le sous-marin qui était allé planter un drapeau. Voilà, les manifestations, c'est ça. Les scientifiques, à ce moment-là, on ne les a pas beaucoup entendus. De la même manière, après la catastrophe, parce que ça a été une vraie catastrophe dans toute la Russie en 2010 avec la canicule et les incendies, et en particulier les incendies de la forêt boréale, on a un peu entendu les scientifiques sur les réseaux sociaux. Quelles leçons ont été tirées? Aucune, pratiquement pas, de la gesticulation. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette nouvelle catastrophe, on verra son ampleur, qu'est-ce qu'on aura comme réaction? Pour l'instant, moi, la seule que j'ai vue, c'est un début de purge écologique, comme on en a à peu près à chaque fois. Et là, c'est le maire de Norilsk qui est mis en cause pour ne pas avoir été capable de gérer la situation. Donc, je suis un petit peu sceptique. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même je dirais le journalisme d'investigation, je pense à un reportage qui a été fait par Pivovarov, qui est un ancien, je crois, de NTV, qui fait une chaîne YouTube de reportage. Il avait fait déjà un reportage sur la pollution de l'air à Krasnoyarsk. S'il y a des étudiants de l'INALCO, ils s'en souviennent. Enfin, il est paru l'an dernier, et puis il pose le problème de cette pollution dans une des villes industrielles les plus polluées de Sibérie, justement. Et l'équipe de Pivovarov, qui d'ailleurs a reposé la question dans son reportage de la viabilité de ces villes polaires comme Norilsk dans un environnement extrêmement pollué et des conditions de vie très difficiles. En fait, quelque part, il est aussi un peu, je dirais, dans les questions, dans les intervenants qu'il rencontre, un peu peut-être instrumentalisé par les autorités locales ou régionales dans la façon de poser, en particulier alors, la responsabilité de Potanin, Nord-Nickel, ça c'est évident, mais aussi de ne peut-être pas sortir justement de ce cercle-là de responsabilité. Alors, bon, il nous reste une petite demi-heure pour échanger avec les personnes de l'assistance. J'ai déjà relevé plusieurs questions, donc je vous propose de commencer par ces questions qui ont été posées d'abord par Elisabeth Milkowski, en particulier donc une question sur la place des organisations des peuples autochtones dans à la fois les discussions autour de la mise en valeur de l'Arctique à l'époque soviétique et aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quelle place est accordée à ce que à l'époque soviétique on a appelé les peuples du Nord, en particulier donc ici dans le cas de la péninsule du Taimyr, ce sont les Dolganes, et quelle
aussi populations nénettes, mais qui sont moins nombreuses, puisqu'il est aussi question de ça dans l'article de Perrine Poupin, un des enjeux, un des impacts de la catastrophe sur les écosystèmes qui va toucher directement les sociétés. C'est des sociétés locales de ces peuples autochtones qui vont les subir, puisque c'est l'élevage de rennes, hein, bon, en plus de la pêche et la chasse, mais la pêche dans ces cours d'eau, alors le Piacino, le lac Piacino en particulier, qui ont en fait été depuis longtemps soit déjà exploités, soit déjà aussi largement pollués par les rejets de l'industrie, ce ne sont pas des enjeux économiques importants pour les populations, je dirais, de la ville de Norilsk en général. Mais même si c'est le lieu d'agrément, de loisirs éventuellement. Là, on parle donc de l'impact sur les sociétés, les modes de vie des peuples autochtones. Est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que aussi, Marie-Hélène, on peut dire quelque chose sur la place de ces peuples déjà à l'époque soviétique dans la prise de décision sur l'Arctique? Oui, Jean l'a effleuré la question tout à l'heure. Les habitants, les travailleurs de Norilsk et des autres villes pionnières, c'était des arrivants, c'était des gens qui venaient du sud de la Russie, de l'Ukraine, d'abord parce qu'il fallait qu'ils aient des compétences en matière de gaz à l'époque soviétique, aujourd'hui d'autres. Et ce qui se disait à l'époque, c'est que ces gens-là avaient une attitude de nouveaux arrivants, sachant qu'un jour ils allaient partir. Et donc, du point de vue de l'environnement, ça posait un problème parce qu'ils avaient des pratiques et des représentations qui étaient un peu après moi le déluge. Donc, dans les chantiers, on laissait tout à l'abandon, bon, tout ce qu'on sait tous, et voilà. Et le problème, c'est que il y a eu très très peu d'autochtones qu'on a essayé d'associer à cette mise en valeur de leur zone. Il y a bien eu une académie à Leningrad, Saint-Pétersbourg, dont c'était la finalité, mais bon, qui n'a pas produit la main-d'œuvre nécessaire. Donc, effectivement, les peuples autochtones sont, mais depuis 50 ans, les victimes d'une certaine manière de ce développement. En tout cas, ils n'en ont pas beaucoup profité. Oui, je crois qu'on peut dire globalement que du point de vue de leur territoire et de l'environnement, les peuples du Nord, les peuples autochtones sont les grands perdants. Parce que, bon, à l'époque soviétique, pratiquement, ils n'étaient pas consultés quand il y avait des grandes opérations de type Norilsk ou les villes gazières du nord de la plaine de l'Ob, etc. Et il y a eu des batailles, mais ils ne pouvaient que constater les dégâts. C'est-à-dire que il y a eu des articles là-dessus et beaucoup de publications, par exemple, constatant que quand on construisait un gazoduc dans la toundra, outre le fait que les bulldozers, les camions, etc., créaient des dommages dans la toundra qui mettaient des dizaines d'années à se rétablir du fait de la lenteur des processus biologiques dans ces zones, eh bien, les rennes ne supportaient pas, ni ils ne pouvaient pas passer par-dessus, ils n'aimaient pas passer par-dessous, et donc ça perturbait toute la circulation de ces animaux dont on sait que ils sont sauvages et que c'est les hommes qui suivent les rennes plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, on craint concrètement par rapport à la catastrophe de Norilsk, aujourd'hui, que les rennes qui vont éventuellement passer dans des eaux polluées, leurs poils vont se charger d'huile qui ne pourront pas être nettoyées et qui, au moment de l'hiver, vont être fatales pour ces animaux. Donc, alors, il y a eu un changement d'attitude au moment de Gorbatchev parce qu'ils se sont organisés. La Russie, l'URSS de l'époque, s'est ouverte. Il y a eu des contacts de plus en plus fréquents avec les peuples du Nord, du Canada, du Groenland, etc. Et ils ont compris qu'il fallait s'organiser. Ils ont eu des échanges. On les a aidés à s'organiser. Il y a eu des associations qui se sont créées.
et leur poids a augmenté. C'est à ce moment-là qu'on a décidé, y compris, de changer la terminologie. Et au lieu de les appeler malachислeni narode severa, ce n'étaient plus les petits peuples du Nord, mais les peuples peu nombreux. Mali narode, malachислeni narode. Et ils ont eu des représentants au Congrès du peuple, etc., etc. Et à la fin de Gorbatchev et ensuite sous Eltsine, il y a eu des changements législatifs assez intéressants parce qu'on a commencé, il y a eu plusieurs textes sous Eltsine leur donnant des droits de regard sur les investissements qui allaient se réaliser sur leur territoire. Sauf que cette période eltsinienne n'a pas duré très longtemps et que ces textes, pratiquement, n'avaient pas vraiment de prise sur les grands investisseurs qui étaient Gazprom, qui étaient ensuite Rosneft et les grandes compagnies pétrolières. Donc, il y a évidemment voilà, David et Goliath, et malheureusement, en l'occurrence, les peuples du Nord ne pèsent pas beaucoup. Et il y a de nouveau des législations. Alors, avec en plus, on a vu apparaître aussi une littérature russe affirmant que ces associations des peuples du Nord étaient orientées par les Américains, par des associations occidentales qui en fait voulaient empêcher la Russie de développer ses ressources minières et gazières dans la région arctique. Donc, c'est un des arguments qui ont été lancés par un certain nombre de journalistes, parfois des chercheurs, disant attention, on sait que c'est un peu le cheval de Troie, et les environnementalistes, les écologistes, manipulés par l'Occident, vont se servir de ces arguments pour empêcher les Russes de développer normalement leurs ressources naturelles. Donc on voit bien combien ces questions sont piégées. Aujourd'hui, évidemment, il y a l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a, même si globalement le nombre de ces populations des peuples du Nord n'a pas beaucoup baissé, mais qualitativement, il y a des dégâts considérables du fait des pressions de l'urbanisation, de l'industrialisation, des changements de mentalité. Et du coup, on a très peu de régions où il y a encore des peuples autochtones réellement ayant conservé l'ensemble de leur tradition. J'ajoute une chose intéressante à propos du Taimyr, c'est que cet okrug autonome, qui devait en principe justement supporter les peuples du Nord, dans lequel il y avait la ville de Norilsk, mais la ville de Norilsk n'était pas rattachée à l'okrug de Taimyr, elle était directement rattachée comme région industrielle fédérale à Krasnoïarsk, y compris la population de la ville de Norilsk n'était pas incluse dans la population de l'okrug de Taimyr. Entre-temps, comme vous le savez peut-être, il y a eu des projets, des fusions de territoires, et tout le nord du kraï de Krasnoïarsk a été fondu dans l'ensemble du kraï de Krasnoïarsk. Et il est clair que les priorités principales du kraï de Krasnoïarsk, ce n'est pas ce qui reste des peuples autochtones, c'est le développement industriel et c'est un point de vue économique fédéral. Oui. Merci beaucoup, Jean. Effectivement, ça me rappelle cet épisode, je crois que 2016-2017, où Greenpeace, un été, a voulu faire une expédition dans le Taimyr pour faire témoigner des populations locales des méfaits de l'exploitation des hydrocarbures sur leur environnement. Et en fait, l'expédition a été bloquée par des mesures administratives. Alors, ils ont eu même un souci, on leur a pris leur moteur de bateau pneumatique parce qu'ils voulaient longer la côte. Enfin bref, ils ont été stoppés et finalement, comme vous le savez, Greenpeace ayant le statut d'agent de l'étranger, c'est aussi une des raisons qui a été avancée par les autorités locales pour refuser l'accès de cette expédition de Greenpeace aux populations et donc à une forme justement en tout cas de relais des inquiétudes ou des problèmes connus par ces populations locales en rapport direct avec la mise en valeur et l'exploitation des ressources de l'Arctique. Donc là, on a effectivement
un vaste sujet. Merci Elisabeth pour votre question. Alors, la deuxième question que j'avais notée, je vais les prendre d'abord dans l'ordre, celle que j'ai réussi à noter par écrit. C'est celle d'Étienne Bouche sur le projet de station scientifique de Snejinka dans la péninsule de Yamal. Alors, si vous voulez intervenir, je crois que tous les micros sont coupés, mais vous pouvez rallumer votre micro et préciser votre question. N'hésitez pas à le faire. Sinon, peut-être déjà, je ne sais pas si Marie-Hélène et Jean, vous avez vu cette question, vous avez des éléments de réponse, si vous voulez commencer. Ou sinon, sur Snejinka, concrètement, je n'ai pas lu de choses là-dessus. Ce qu'on sait sur la péninsule de Yamal, c'est que c'est la région actuellement où il y a le plus d'investissements, puisqu'il y a 3 projets de Novatek de gisement de gaz plus usine de liquéfaction. Il y a des projets de Gazprom sur les gisements du Nord, et il y a un projet de gisement de charbon qui doit être aussi qui est à proximité, tout ça étant développé avec la route maritime du Nord. Donc ça, c'est... Alors, en même temps, je ne doute pas qu'il y ait aussi éventuellement des stations écologiques, etc. Il y a toujours une prolongation de ces travaux d'expertise. La question étant de savoir dans quelle mesure on va contraindre, parce que c'est comme ça que ça devrait se poser. Est-ce qu'on va contraindre, à la suite de cet accident majeur, les grands industriels qui travaillent dans cette zone de renforcer l'attention, les questions de sécurité autour de leurs équipements? C'est ça la bataille d'aujourd'hui, évidemment. Le monitoring, il s'est toujours fait, sauf à la période de la grande crise de 90 qui a suivi l'effondrement de l'URSS, où un certain nombre de stations locales n'ont pas pu fonctionner. Tout le long de la route du Nord, il y a des stations du Guédromiette qui ont été modernisées, qui fonctionnent très bien, qui mesurent, qui font leur boulot de monitoring et qui le rendent public sur leur site. Si on cherche des éléments, on les trouve et c'est le Guédromiette qui le fait. Le problème, c'est que ça s'arrête là, le rôle du Guédromiette. Et quand vous avez un problème sur le nucléaire, quand vous avez la station du Guédromiette face à Rosatom, bon, elle s'est pliée. Et là, la station du Guédromiette face à Nornickel ou à Yamal s'est pliée aussi. Donc, voilà. Oui. Mais alors, le monitoring se fait, ce qui est important, ça veut dire qu'on a des données, qu'elles sont à peu près continues. Je dis, la seule grosse interruption, c'était le début des années 90. Là, il y a eu des interruptions. Oui, il y a eu donc ce rapport de 2018 en particulier sur les impacts du changement climatique dans l'Arctique et les problèmes que ça provoque. Alors, je vois encore donc la question, j'avais noté une question d'Odette qui était plutôt une remarque générale, Odette Ozande, sur l'importance, la prise de conscience des questions écologiques vu cette accélération, alors à la fois de la fonte du pergélisol, les manifestations du changement climatique et puis les risques effectivement que ça porte sur les écosystèmes. Est-ce que là, il y a une prise de conscience importante dans les médias, dans l'opinion? Ça revient un peu à poser encore une fois la question de la place et peut-être la présence des scientifiques dans les débats publics. Est-ce que là, vous avez des éléments? Je vois Marie-Hélène faire un signe négatif. Je vais lui laisser répondre, mais je pense qu'il y a une prise de conscience, malgré tout. Pas des politiques, mais de l'opinion. Parce que quand même, rappelez-vous, l'année dernière, les manifestations dans la région d'Arkhangelsk contre les décharges d'ordures plus ou moins organisées, plus ou moins sauvages, il y a eu beaucoup d'échos dans la presse, dans les médias, et donc, je pense que on n'a pas encore ces échos-là à propos de la catastrophe de Norilsk, mais enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience, elle est inégale, il n'y a pas d'organisation qui la soutienne réellement. Je veux dire, il y a Greenpeace, il y a le World Wild, etc. Mais
il n'y a pas de mouvement écologiste au sens occidental. Il y en a eu, tout Gorbatchev, puis ils ont complètement été éliminés. Mais cette prise de conscience, elle existe. Ce n'est pas forcément le souci numéro un de tous les Russes, bien sûr, mais ça existe. Et en ce qui concerne les histoires d'ordures d'Arkhangelsk, ça a eu des effets, parce qu'il y a eu des réactions. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste, mais il faut quand même tenir compte de ça. Oui, mais sur la question du climat, on a quand même l'exemple de 2010. 2010, il y a eu une prise de conscience après la canicule, les incendies, 60 000 morts. Enfin, ça a été quand même une grosse chose. Il y a eu 6 mois d'effervescence. Je pense qu'il y a un certain nombre de réseaux sociaux qui se sont créés à cette occasion. Il y a des gens qui ont défendu leur village eux-mêmes. Il s'est passé des choses. Et puis c'est retombé. Et là, j'ai peur qu'on ait un peu la même chose. Je pense qu'il y a une émotion aujourd'hui. Hein, celle-là, elle est indéniable. Est-ce qu'elle est durable? C'est une question. Alors, il y a une question aussi de Céline Maranger sur le poids du ministère de la Défense et de l'armée russe dans ces débats, en tout cas dans les décisions qui sont prises pour la région arctique. Et c'est vrai que c'est une question importante parce que c'est souvent, je dirais, un angle qu'on a du mal à saisir dans la recherche en sciences humaines. Je parle à la fois en histoire et en géographie, peut-être c'est un peu différent, parce que en histoire, parce que les archives de l'armée sur un certain nombre de problèmes de périodes très contemporaines Oui. sont pas accessibles. Bon, c'est le cas dans d'autres pays, mais pour la Russie, c'est pas d'entrée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que, alors il y a aussi le poids du MTS, hein, le ministère des situations d'urgence, qui, on a vu intervenir, il était présent, le ministre est venu à Norilsk pour faire le point et participer peut-être à une visioconférence aussi avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Jean et Marie-Hélène? Alors, c'est deux choses un peu différentes. Le MTS, c'est une structure très militarisée, mais ce ne sont quand même pas les militaires. Oui. Donc, ils jouent un rôle et avec les moyens qu'ils ont, ils en ont beaucoup. C'est une structure assez efficace quand elle se met en branle. Ça, c'est assez intéressant. Mais évidemment, la question de la présence des militaires dans la zone, elle est vraiment très importante et il y a de quoi être soucieux parce que parmi les grands investisseurs dans les 10-15 dernières années dans l'Arctique russe, ce sont les militaires. Avec la construction des nouvelles bases, il faut aller voir sur Internet les nouvelles bases, c'est extraordinaire. Toutes ces bases militaires ont des couleurs bleu, blanc, rouge russe, bien sûr, dans l'ordre du drapeau russe, et sont assez spectaculaires. Quelles normes environnementales ils ont suivies, on n'en sait rien, enfin, je veux dire de l'extérieur. Ce n'est pas inintéressant comme question à poser. Par ailleurs, ils sont très présents. Ça veut dire que dans chaque base, il y a entre 200 et 500 personnes, soldats, personnel de service, etc. Ça fait beaucoup de monde. Des terrains d'aviation, des gros équipements, etc., des missiles. Et là, il y a aussi du souci à se faire. Alors, il y a tout un débat sur à la fois dans la nouvelle stratégie que je signalais qui a été adoptée par Vladimir Poutine le 5 mars, je crois que c'est le deuxième point, l'Arctique doit rester une zone de paix. Tant mieux de l'affirmer, et il faut espérer que ça va le rester. Ceci dit, la confrontation, elle monte en puissance. Or, à la fois, c'est la présence militaire russe, donc, qui a été réorganisée complètement, et l'actuel ministre de la Défense, Shoigu, qui est l'ancien patron du MTS, a affirmé que pratiquement les infrastructures, les nouvelles bases sont maintenant suffisantes pour assurer la sécurité du territoire russe. Bien. Dans le même temps, il y a eu 2 incidents majeurs en 2019. C'est le sous-marin nucléaire qui a explosé. On n'a pas là aussi, on n'aura pas évidemment les rapports d'expertise, mais enfin, c'est quand même un problème majeur puisque c'était un sous-marin nucléaire. Ce n'est pas la partie nucléaire qui a explosé, apparemment, c'est une batterie spéciale
électrique qui serait à la cause de l'incident. Et deuxièmement, c'est dans un site près d'Arkhangelsk, donc on est toujours dans la zone arctique, qui a eu des essais malheureux du nouveau missile à propulsion nucléaire borivietnik, qui a lui aussi explosé en faisant 7 ou 10 morts. Donc, enfin explosé, il n'a pas explosé, mais le ratage du lancement a fait 7 morts. Donc, on a ça aussi, et il faut en tenir compte. Les risques pour l'environnement, ils sont aussi de ce côté-là. Par ailleurs, et je crois que c'est important, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très important, l'Arctique, c'est une zone de tension montante et de confrontation montante avec, d'une part, un certain nombre de pays de l'Arctique qui veulent éventuellement modifier les frontières dans la zone arctique et les conditions de navigation, et aussi la présence chinoise. Finalement, les Russes ont proposé aux Chinois des accords. Alors, les Chinois sont présents dans un certain nombre d'investissements dans la zone. On leur a aussi proposé, les Russes leur ont proposé de faire une Polar Silk Road, c'est-à-dire une section du fameux grand programme chinois de ceinture de transport, dont une branche passerait par la route maritime du Nord, avec des réticences chinoises, mais aussi des investissements chinois. Et voilà-t-il pas que les Américains s'y mettent aussi. Et tout récemment, le président Trump a pris, le 9 juin, il a signé un mémorandum sur la défense des intérêts américains dans la zone arctique et antarctique, avec toute une série de points, dont la relance d'un programme de construction de navires brise-glace américains, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont complètement en retard dans cette région, qui est devenue une région tout à fait stratégique. Donc cette question sur le rôle des militaires, ce n'est pas seulement les militaires russes, mais c'est plus globalement, qu'est-ce qui va se passer avec cette région stratégique mondiale? Et c'est dans ce contexte, donc, que la Russie va devenir, en 2021, présidente du Conseil de l'Arctique. Bien, merci Jean. Et puis, c'est l'occasion de renvoyer d'ailleurs au livre de Mika Amered qui nous a rejoint sur les questions géopolitiques en particulier. Autre question que j'ai notée, oui, alors c'est celle de Michel Dupuis, qui est une question sur les... il faut que je retrouve mon fil. Voilà. Alors, Michel Dupuis, d'ailleurs, dont la messagerie a été piratée tout à l'heure, hein, ce qui explique un certain nombre de messages très étranges qui n'étaient pas du tout de son fait. Le réchauffement climatique ouvre la route du Nord et Poutine tient un discours climato-sceptique. Alors, comment s'articulent les deux aspects? On y a un petit peu répondu déjà. Je ne sais pas si, Marie-Hélène, tu veux redévelopper cette question de plusieurs niveaux de communication des autorités russes en matière de changement climatique et de politique climatique. Oui, mais à la décharge de la Russie, il faut dire que toutes les puissances arctiques ont des positions qui sont toutes en trompe-l'œil. Elles affirment toutes que l'Arctique doit rester une zone non militarisée, non industrialisée, et tout le monde a des arrière-pensées. Le Canada construit des ports, veut mettre des taxes. La Chine tient à intégrer le Conseil de l'Arctique, alors que bon, elle n'est pas tout à fait riveraine de l'Arctique. La position européenne qui est de dire qu'il faut donner à l'Arctique le même statut que l'Antarctique, c'est-à-dire démilitarisé, désindustrialisé. Bon, l'Union européenne est un peu toute seule. Hein. Oui. Alors, on pourrait débattre, c'est une question sur le fait que, est-ce que Vladimir Poutine est climato-sceptique? Je ne suis pas sûr. En tout cas, certainement pas comme Trump, parce qu'il a quand même signé l'accord de Paris, et je crois que tout ce qui se passe en ce moment dans l'Arctique et dans Sibérie font que les Russes ne peuvent pas être vraiment climato-sceptiques.
Ça ne veut pas dire qu'ils tirent toutes les conséquences des observations, naturellement. En ce qui concerne la route maritime du Nord, ce qui est sûr, c'est que elle profite du réchauffement, elle profite du réchauffement climatique au sens strict. Et on a vu, alors que pendant longtemps, le volume de marchandises qui circulaient sur la route maritime du Nord était très faible, en dessous de 5 millions de tonnes, on est passé à 15, à 20. L'année dernière, 2019, c'est 21 millions de tonnes qui ont circulé sur la route maritime du Nord, et on prévoit plus de 30, entre 30 et 35 à l'horizon 2024. C'est-à-dire c'est vraiment demain. Et les projets de Vladimir Poutine, c'est de passer à 80 d'ici 10 ou 15 ans. Or, ça paraît plausible. Alors, il peut y avoir des incidents, mais plausible parce que sur les 31 millions de tonnes de 2019, on a 20 millions de tonnes qui sont sabéta, c'est-à-dire qui sont le gaz liquéfié et tout ce qui concerne le développement de Yamal. Et ce qui est certain, c'est que sur ces 31 millions de tonnes, il y en a seulement 700 000 qui sont du transit, c'est-à-dire qui sont le passage de la route maritime du Nord, d'ouest en est ou d'est en ouest, par des bateaux extérieurs. En fait, c'est du cabotage. Tout le trafic pour l'instant de la route maritime du Nord, c'est du cabotage intérieur russe. Et c'est très important et ça augmente vraiment. Et les infrastructures ont été conçues en conséquence. Donc ça va jouer un rôle et avec naturellement, voilà, ça profite du réchauffement climatique et ça pose un certain nombre de problèmes, probablement de pollution. Tous ces bateaux émettent des gaz, etc., etc. Il faut espérer qu'ils ne déchargent pas leur rejet dans l'Arctique. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a une question encore d'Elisabeth sur le rôle des associations et organisations écologistes dans cette région. Hein. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse ou si peut-être d'ailleurs Perrine Poupin, qui a un peu étudié ça, peut nous dire dans quelle mesure ils peuvent travailler, donc les ONG peuvent travailler dans cette zone-là, parce qu'en effet, Greenpeace, en tout cas, on a eu beaucoup d'intervenants qui sont passés dans les médias. On ne les voit jamais dans les reportages de terrain. Enfin, c'est effectivement les représentants. Alors, il y a eu quelques personnes représentantes, membres du parti Zilioni, donc les Verts, qui sont élus de la région du Kraï de Krasnoïarsk. Mais il y a deux élus verts dans le conseil municipal de Norilsk. Voilà, mais alors c'est ce parti Zilioni et qui prennent bien soin, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu observer, de se différencier des experts de Greenpeace ou peut-être d'autres ONG éventuellement. Et effectivement, on a l'impression qu'on a des mondes très séparés entre ces écologistes de partis verts qui sont élus représentants dans ces institutions locales ou régionales et le monde des ONG qui se tient, on va dire, à une distance peut-être toujours en négociation par rapport aux autorités et à sa capacité à pouvoir observer sur le terrain ce qui se passe. Non, moi j'ai eu un exemple un témoignage d'une association de Novosibirsk qui a essayé de prendre l'avion. Il y a des vols, Novosibirsk, Norilsk, sans trop de soucis et qui n'ont pas pu prendre l'avion. Ah oui. C'est-à-dire que le vol qui jusqu'à un principe n'est interdit qu'aux étrangers sauf autorisation, alors est-ce que ça les visait précisément ou est-ce que comme souvent, en Sibérie, on évite qu'il y ait trop de curieux qui viennent se balader par là, c'est possible aussi. Donc ça c'était une ONG de Novosibirsk. Oui, qui a des contacts, qui va souvent à Norilsk. Les liens Novosibirsk-Norilsk, ils datent des années 60. Donc, Ce
qui est certain, c'est que l'évolution du système politique toutes ces dernières années n'est pas favorable à ces mouvements, que ce soit des ONG russes, que ce soit des ONG comme Greenpeace qui sont qualifiées d'agents de l'étranger. Toute la législation et l'application de la législation sur les agents de l'étranger, les pratiques de la nouvelle loi électorale avec les conditions d'enregistrement des candidats, etc., et des mouvements ou partis politiques, fait que ce type de mouvements, d'associations sont souvent rejetés. C'est un des gros problèmes, évidemment, parce qu'à partir du moment où... Or, c'est d'autant plus un énorme problème que, comme l'a constaté Vladimir Poutine lui-même, et il l'a dit d'une façon assez extraordinaire dans l'interview, je vous invite à aller le voir, il va falloir attendre que les réseaux sociaux nous alertent quand il y a une catastrophe majeure. C'est quand même un monde. Or, ces réseaux sociaux, justement, sont surveillés, sont souvent barrés, empêchés de fonctionner. C'est quand même un des gros problèmes de la démocratie russe actuelle. Oui, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si Perrine Poupin, tu veux intervenir pour préciser des choses là-dessus, parce que je vais renvoyer la référence de ton article. Effectivement, il portait sur ce rôle des réseaux sociaux et en particulier, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent justement qui ne sont pas dans les grands médias ou la communication du Kremlin, mais qui dit des choses là-dessus. Moi, je veux bien dire quelques mots. Merci pour l'exposé, c'était très intéressant. Après, j'ai pas vu Moi, j'ai fait des terrains plutôt dans la région d'Arkhangelsk et de Komi, mais j'ai suivi la catastrophe de Norilsk et j'ai pas vu en fait d'associations locales écologistes de Norilsk qui prenaient position. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait même des prises de parole de peuples indigènes, parce que les peuples indigènes aussi ont beaucoup de réseaux et beaucoup de groupes sur Contact, par exemple, sur le réseau social russe en premier. Et du coup, en fait, ce qu'on voyait, c'était des responsables en fait de comités d'organisation qui disaient on a été invités sur place, tout va bien, la région, le territoire est nettoyé et tout va bien. Et j'arrivais pas à trouver de prises de paroles différentes, mais finalement en fait en recherchant sur les réseaux sociaux on trouve ces informations, mais c'est vrai que globalement en fait les organisations écologiques font l'objet de répression, mais aussi les mouvements indigènes. Et on voit ces dernières années beaucoup de militants des peuples indigènes être en exil ou être réprimés ou être dans des prisons. Et du coup, c'est vrai que ça invite pas à prendre une position publique sur une catastrophe, même d'une telle ampleur. Donc, après, pour rebondir, par exemple, sur les mouvements autour des déchets, que je suis donc depuis 1 an et demi sur Internet et je suis allée faire des terrains là-bas, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience, un grand écho par rapport à la catastrophe de Norilsk. Et en même temps, comme disait Marie-Hélène, ça s'est retombé assez rapidement. Et il n'y a pas eu en fait de slogans généraux en disant mais en même temps les déchets et Norilsk c'est un peu la même. Il y a des problématiques en commun. C'était un peu dans l'émotion, mais sans tirer des conséquences politiques en disant bon peuple du Nord d'ici ou d'ailleurs même combat. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de chauffe des réseaux sociaux, mais qui retombe assez rapidement, donc à suivre. Ouais, écologistes de tous les pays, de toutes les régions, unissez-vous. Donc ça pourrait être le mot de la fin. Et c'est vrai, il y aurait d'autres mobilisations auxquelles je pense, où il y a eu des tentatives de mise en relation, de convergence, on peut dire, de lutte locale ou régionale. Bon, ça donnera l'occasion de nouveaux échanges et manifestations, j'espère, en présentiel, en vrai, bientôt. Je crois qu'on peut s'arrêter là parce qu'on est arrivé au bout de l'heure et demie. On a eu une petite perturbation. Ce n'était pas des hackers, une cyberattaque professionnelle, mais c'était un petit peu embêtant. Alors, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Et puis, merci pour cet échange qui ne fait que commencer, je dirais, parce qu'encore une fois, on vous donne rendez-vous. Alors, d'abord, probablement à l'INALCO, avec un événement donc, auquel
seront associés, en particulier Sophie Oman, qui est une sociologue qui a travaillé à Norilsk sur les différents aspects de cette catastrophe. Je remercie encore une fois Jean Radvani, professeur de géographie et chercheur au CREE, et Marie-Hélène Mondrion, ingénieure d'études et chercheuse aussi au CIRSEC sur ces questions d'environnement. On a encore beaucoup de choses à dire, mais on les garde pour plus tard. Donc, merci à tous et à toutes, et à très bientôt, et passez un bon été, malgré le réchauffement, bien sûr, et avec les soucis qu'on a par ailleurs. Bon et courage. merci Laurent pour la coordination. Merci à toi Laurent et merci à tous pour vos contributions, c'est très stimulant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.